Donc, on va continuer là sur Jules Verne. Après l'excellent exposé précédent, je vais y revenir, mais pour donner une suite à Jules Verne. Jules Verne a fait des enfants, si on peut dire. Et il y a eu quelques personnages qui sont tombés un peu amoureux de ce qu'il avait fait et qui ont utilisé les mêmes pratiques que lui et qui ont perpétué les recherches de Jules Verne, et y compris sur cette région. Je serais curieux de savoir quel est le pourcentage d'entre vous qui ont lu un livre de Raymond Roussel. Ah, quand même quelques-uns. Hein. Oui. Bon, vous ne serez pas complètement dépaysé. Raymond Roussel, moi, je l'ai connu sur Locus Solus, qui était un livre qui m'avait bien amusé, dont j'avais parlé, intrigué, et j'en avais parlé à l'époque, c'est-à-dire il y a 40 ans, à Ketzin, qui fait, vous connaissez les uns et les autres, je suppose, Richard Ketzin, qui nous a malheureusement quittés il y a quelques années, mais qui faisait des recherches tout à fait intéressantes. Et je lui avais dit, Locus Solus, au milieu, c'est le Bugarache et Rennes-le-Château. Il m'avait dit, tu rigoles. Il s'en est souvenu d'ailleurs, et puis tout à fait honnêtement, dans son 3e volume chez Dervy, sur les langages, il a rappelé cette conversation en disant, je ne l'ai pas cru à l'époque, mais bon. Et depuis, il s'est passé un certain nombre de choses. Alors moi, j'avais continué à travailler sur Locus Solus, et il s'est passé un certain nombre de choses après avoir fait le livre sur Jules Verne. Mon éditrice m'avait fait rencontrer Pauvert, Jean-Jacques Pauvert, qui était l'éditeur précisément de Raymond Roussel. On avait eu une longue discussion. Et ça m'avait incité à lire l'ensemble de l'œuvre de Raymond Roussel, ce que je n'avais pas fait entièrement, mais que j'ai complété il y a peu, puisque son œuvre complète vient de paraître chez Robert Laffont dans la collection bouquins. Alors je vais essayer de vous parler de Roussel, de sa vie, de son œuvre et de son lien avec la région. Raymond Roussel a eu beau nous laisser quelques milliers de pages correspondant à des œuvres diverses, il est resté très peu connu de ses contemporains. Né le 20 janvier 1877, il a traîné une sorte d'existence désabusée jusqu'en 1933, où il mourut à Palerme dans une chambre d'hôtel d'un excès de barbiturique, réussi après avoir raté son départ 12 jours plus tôt, quand il s'était ouvert les veines. Sa vie s'était écoulée entre la musique et la littérature, et il avait une vie facile. Son père était mort en laissant beaucoup d'argent, sa mère était richissime, donc il avait traîné son ennui, je dirais au début, et une existence dandy fortuné. Il était un peu dérangé aussi, si l'on en croit un certificat du docteur Janet du 27 juillet 1918 parlant de troubles névropathiques graves avec dépression, obsession, angoisse et phobie relatives à l'alimentation. C'était pas un personnage facile. Le résumant d'une façon assez géniale, Jean Cocteau disait de lui dans Opium qu'il était un monde suspendu d'élégance, de féerie, équilibre instable, funambulique, l'obligeant à utiliser la littérature comme la perche qui permet au fil de ferriste de se rééquilibrer en permanence. Et quand vous lisez son œuvre, vous avez bien cette impression. Et c'est quand même marrant de trouver Cocteau au milieu quand on sait quels autres liens il a pu avoir avec des recherches sur le lieu. Ce fastueux excentrique, servi par une fortune plus que confortable, se ruina cependant par ses folies littéraires, et la plupart de ses œuvres théâtrales ou de ses romans sont parus à compte d'auteur.
d'où le titre qu'il a donné à certaines, sur les impressions, les nouvelles impressions d'Afrique. Ça voulait dire pour lui que c'était lui qui avait payé pour le faire éditer et qu'il n'avait pas... Bon. Il adorait les jeux de mots. Il souffrit beaucoup d'être méconnu, mais il aurait préféré être rejeté et être une sorte d'auteur maudit que d'être ignoré. Il n'empêche qu'il a essayé de faire en sorte d'être mieux connu après sa mort qu'avant. Et il a construit tout un système qui est assez curieux.